See, now, the thing is that probably if you had another job, you know, my man, maybe I would have remained Italian. À 70 ans, Carla Bruni a prononcé une phrase qui a glacé la France entière. Les yeux humides, la voix tremblante, elle a avoué devant les caméras « Mon mari est sur le point de quitter ce monde ». Une confession brutale, inattendue, presque irréelle. Dans ce silence qui a suivi, des millions de Français ont ressenti le poids d'une vérité qu'ils redoutaient. Nicolas Sarkozy, l'homme qui fut jadis au sommet du pouvoir, celui dont la voix faisait vibrer les tribunes de la République, semble aujourd'hui vaciller sous le poids du temps et des blessures accumulées. Ce n'est plus le président combatif, ni le tribun infatigable qui affrontait les foules et les crises. C'est un homme diminué, fatigué, que son épouse décrit comme « présent, mais déjà ailleurs ». Autour de lui, les souvenirs s'accumulent comme des fantômes. Les triomphes électoraux, les scandales judiciaires, les trahisons politiques, les regards froids des juges et des journalistes. Tout ce qui a fait sa gloire semble désormais se dissoudre dans un mélange de nostalgie et de regret. Et pourtant, derrière cette image d'un ancien chef d'État affaibli, subsiste une tension dramatique, celle d'un homme qui refuse de disparaître. Selon Carla, Nicolas Sarkozy continue de parler de la France, de ses réformes, de ses erreurs, comme s'il cherchait encore à justifier une vie passée à se battre. Mais son regard, dit-elle, n'est plus tourné vers demain. Ce moment n'est pas seulement intime, il a la force d'un symbole. La chute lente d'un titan politique, l'effacement d'une voix qui a marqué toute une génération. Quand Carla Bruni s'effondre en disant ces mots, c'est un chapitre entier de l'histoire française qui semble se refermer. Un monde s'éteint, celui de la gloire, du pouvoir et de la démesure. Et à sa place ne reste qu'un silence lourd, celui de l'homme qui, après avoir voulu tout conquérir, affronte enfin la seule chose qu'il ne peut dominer, le temps. Carla Bruni ne parle pas d'une maladie précise. Elle ne prononce jamais le mot. Mais son regard dit tout. Derrière les murs feutrés de leur résidence parisienne, Nicolas Sarkozy mène un combat silencieux. Un combat que peu imaginaient. L'ancien président, jadis infatigable, celui qui courait d'un meeting à un autre, qui ne dormait jamais plus de 4 heures par nuit, vit désormais enfermé dans un cercle étroit, celui du temps qui se rétrécit. Ses proches racontent un homme changé, à la fois lucide et prisonnier de ses souvenirs. Le matin, il lit encore les journaux politiques, surligne les titres, commente les décisions du gouvernement actuel comme s'il était toujours en fonction. Mais ses mains tremblent légèrement. Sa voix, jadis tranchante, se brise parfois au milieu d'une phrase. « Ce n'est plus l'homme que j'ai connu », confie un ancien ministre. Il garde cette étincelle, mais elle vacille. La France entière se souvient de son ascension fulgurante. Ce jeune maire de Neuilly-sur-Seine a l'ambition dévorante. Celui qui a su conquérir l'Élysée à la force du verbe et de la volonté. Aujourd'hui, cette même ambition semble s'être transformée en fardeau. Chaque pas lui rappelle ce qu'il fut. Chaque regard dans le miroir lui renvoie ce qu'il a perdu. Carla, dans un souffle, raconte « Il me parle souvent de 2007, de cette nuit où tout a basculé. Mais quand il en parle, ce n'est plus de fierté, c'est comme un adieu. Et puis il y a les scandales. Ces ombres qui ne l'ont jamais quitté. Les dossiers judiciaires, les convocations, les procès qui ont érodé sa réputation et miné sa santé. Le jour de sa condamnation, dit-on, il n'a pas pleuré. Il a seulement serré les poings, regardant droit devant lui, murmurant « Ce n'est pas la fin ». Mais cette phrase, qui autrefois sonnait comme une promesse de revanche, ressemble désormais à une prière. Le choc le plus violent est venu en 2023, lorsqu'il a perdu son dernier appel dans une affaire de corruption. Ce jour-là, selon un témoin présent, Carla était restée figée, les lèvres serrées, tandis que Nicolas, blême, quittait le tribunal sans un mot. Depuis, il ne sort presque plus. Les rares fois où il apparaît, les paparazzi capturent une silhouette amaigrie, un regard fuyant, une démarche hésitante. On dirait que le « président bling-bling » s'est dissous dans la grisaille. Pourtant, malgré tout, quelque chose en lui refuse d'abandonner. Certains soirs, il demande à réécouter les discours de son mandat.
Il ferme les yeux, écoute sa propre voix résonner dans les salles pleines d'applaudissements. Carla, debout à côté, le regarde sans rien dire. Elle sait que ce ne sont pas seulement des souvenirs. C'est une manière de survivre. Mais le contraste est cruel. Là où autrefois se présentent des chefs d'État et des caméras, il n'y a plus que le tic-tac régulier d'une horloge et les pas feutrés du personnel médical. L'ancien président, habitué à la lumière, vit désormais dans la pénombre. Et ce silence plus que la maladie semble le consumor. Dans son entourage, les avis se divisent. Certains parlent d'un homme abattu, d'autres d'un esprit encore combatif, prêt à affronter un dernier procès, celui de la mémoire. Carla, elle, se contente d'un murmure. Il ne veut pas qu'on ait pitié de lui. Mais je vois bien que ces nuits sont pleines de fantômes. Et c'est là tout le drame. Nicolas Sarkozy, l'homme qui a voulu dominer le destin, est désormais confronté à celui qu'il ne peut ni convaincre ni vaincre. L'image est saisissante. Le président qui dictait la marche du pays, réduit à se battre contre le temps, contre ses propres regrets. Chaque jour devient une épreuve, chaque regard une confession. Et dans cette lente descente, Carla Bruni ne parle plus comme une épouse célèbre, mais comme une femme qui accompagne son mari vers une frontière qu'on ne franchit qu'une fois. Le monde extérieur continue. Les journaux parlent d'élections, de crises, de réformes. Mais pour elle, tout semble suspendu à un souffle, celui de l'homme qu'elle aime, celui qui fut président de la République française. C'est une tragédie silencieuse, mais d'une intensité rare. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, ce n'est plus la chute d'un politicien, c'est la transformation d'un mythe en être humain. Et quand Carla Bruni murmure que le monde s'éloigne de lui, ce n'est pas seulement une métaphore. C'est la vérité nue, l'histoire d'un homme qui, après avoir possédé le monde, le regarde maintenant disparaître, lentement, sous ses yeux. La révélation de Carla Bruni a fait l'effet d'un séisme. En quelques heures, les réseaux sociaux se sont embrasés, les chaînes d'information ont interrompu leur programme, et le nom Sarkozy est redevenu le mot le plus recherché de France. L'ancien président, longtemps effacé du paysage public, revenait brutalement au centre de l'attention. Non pas pour un procès, ni pour un discours, mais pour une confession bouleversante. Sur X, anciennement Twitter, les réactions se sont déchaînées. Quoi qu'on pense de lui, c'est un grand homme qui s'éteint. Respect, écrivait un internaute. D'autres, plus virulents, rappelèrent pour ses affaires judiciaires. La justice n'oublie pas, même quand la maladie frappe. Le ton montait, les débats s'envenimaient. Les uns parlaient d'humanité, de compassion. Les autres dénonçaient une mise en scène émotionnelle destinée à redorer une image ternie. Le pays semblait se diviser à nouveau autour du même nom. Comme si Sarkozy, même affaibli, gardait ce pouvoir d'attiser les passions. Les plateaux télé s'emparèrent aussitôt du sujet. Sur BFM TV, un ancien conseiller politique décrivit « un homme épuisé, mais digne jusqu'au bout ». Sur France 2, une journaliste rappela froidement « il ne faut pas oublier qu'il reste sous le coup de plusieurs condamnations ». Cette phrase provoqua un tollé en direct. Le public, partagé entre compassion et méfiance, réagit vivement. Une chroniqueuse s'indigna. Peut-on encore parler de justice quand il s'agit d'un homme qui lutte pour sa vie ? Pendant ce temps, sur Instagram, Carla Bruni publia une photo en noir et blanc. Leurs mains enlacées sur une table, légendée simplement « Toujours nous ». En quelques heures, l'image fit le tour du monde. Des milliers de commentaires affluent. « Courage, Carla !»« Nous prions pour Nicolas. L'amour est plus fort que tout. » Mais au milieu de ces mots tendres, d'autres voix s'élevaient, plus froides. Le pouvoir ne rachète pas tout. La presse étrangère s'en mêla. El País titrait « La fin d'une ère politique en France ». Le Guardian évoquait le déclin tragique d'un président flamboyant. En Italie, certains journaux parlaient même de drame à la française. L'émotion dépassait les frontières, mais en France, la polémique ne cessait d'enfler. Dans les rues de Paris, des passants interrogés par les caméras disaient leur étonnement. On l'a beaucoup critiqué, mais le voir ainsi, ça touche, confia une femme d'une soixantaine d'années. Un jeune homme, au contraire, lâcha avec amertume.
Il récolte ce qu'il a semé. La politique, c'est cruel, mais c'est la vie. » Ces voix contradictoires dessinaient le portrait d'un pays déchiré entre mémoire et jugement, entre pitié et rancune. Sur les forums et les chaînes YouTube politiques, les théories se multipliaient. Certains affirmaient là que Carla exagérait pour préparer une réhabilitation médiatique. D'autres pensaient que, derrière son émotion, se cachait une femme épuisée par des années de silence. Le nom de Sarkozy redevenait un champ de bataille virtuel, un miroir de toutes les fractures françaises, sociales, politiques, morales, et puis, au milieu de ce tumulte, un détail troubla tout le monde. L'ancien président, malgré sa faiblesse, fit publier une courte note manuscrite adressée aux Français. Quelques lignes simples, « Merci pour vos pensées. Je ne regrette rien, sinon d'avoir parfois mal compris ceux que j'aimais servir. » Le message fit taire les querelles pendant quelques heures. Mais très vite, les débats reprirent. Était-ce une lettre d'adieu? Une manœuvre politique? Ou simplement les mots d'un homme conscient que le temps lui échappait? Nul ne savait. Pourtant, une chose devenait évidente. Nicolas Sarkozy, même au seuil du silence, restait un phénomène, un catalyseur d'émotions et de divisions. Dans ce fracas médiatique, entre compassion et colère, la France semblait redécouvrir celui qu'elle avait oublié. Non plus le président de la République, mais l'homme. Et cette fois, plus personne ne pouvait détourner le regard. Alors que la tempête médiatique enflait, un silence inattendu s'est abattu. Pendant plusieurs jours, aucune image, aucune déclaration officielle. Puis, soudain, un matin, l'écran de TF1 s'est illuminé. Nicolas Sarkozy apparaissait. Amaigri, le visage pâle, mais les yeux étonnamment vifs. L'interview avait été enregistrée en secret à son domicile. Un fauteuil de cuir, une lumière tamisée, et face à lui, une journaliste qui semblait elle-même retenir son souffle. Il prit la parole lentement, d'une voix rauque mais ferme. « Je ne suis pas en train de partir. Pas encore. Mais j'ai compris que la vie vous reprend toujours ce qu'elle vous a donné trop vite. » Un silence. Puis il ajouta « On parle de moi comme si j'étais déjà mort. Pourtant, je suis encore là. Et tant que je respire, je me battrai. » Ces mots avaient la gravité d'un testament. On sentait chez lui un mélange étrange de lucidité et de défi. L'ancien président n'esquivait plus rien. Ni la fatigue, ni la honte, ni les regrets. J'ai commis des erreurs, oui. J'ai voulu aller trop vite, trop haut. J'ai cru qu'on pouvait changer un pays à coup de volonté. Mais on ne gouverne pas les cœurs comme on gouverne un État. Ses yeux se voilèrent un instant. Puis il parla de Carla, de ses enfants, de cette maison devenue son refuge. Carla m'a appris le silence. Moi qui ai toujours crié, qui ai toujours voulu convaincre, aujourd'hui je découvre la valeur du calme. Sa voix trembla légèrement. Vous savez, le pouvoir est une illusion. On croit posséder le monde, puis un jour, on comprend qu'on n'a jamais possédé que le temps, et qu'il s'enfuit. À mesure que l'entretien avançait, le ton se fit plus intime, presque confessionnel. Il évoqua les nuits d'insomnie, les procès, la solitude. J'ai longtemps cru que la justice voulait me détruire. Aujourd'hui, je crois qu'elle m'a obligé à me regarder en face. Et c'est peut-être la première fois que je vois l'homme derrière le président. La journaliste lui demanda s'il regrettait quelque chose. Il esquissa un sourire, fatigué mais sincère. Non, on ne regrette pas d'avoir vécu, même quand on a souffert. Ce qui me blesse, c'est de sentir que le regard des gens change. Avant, ils me craignaient. Aujourd'hui, ils me plaignent. Et je ne sais pas ce qui est pire. Cette phrase bouleversa le pays. Car au-delà des scandales et des jugements, elle révélait un homme déchiré entre orgueil et fragilité, entre le besoin de reconnaissance et la peur de l'oubli. À la fin de l'interview, il conclut par ces mots, prononcés d'un ton calme mais vibrant. « Je ne demande pas d'être aimé. Je veux juste qu'on se souvienne que j'ai essayé. Pas pour moi, mais pour la France. » Les caméras se coupèrent. Le silence revint, lourd et solennel. Mais dans les heures qui suivirent, les réseaux explosèrent à nouveau. Certains saluaient un discours d'une dignité bouleversante. D'autres y voyaient une ultime mise en scène.
Pourtant, une chose était claire. Nicolas Sarkozy venait de reprendre la parole, et avec elle, une part de son honneur. Ce soir-là, sur les balcons de Paris, on disait qu'il y avait dans l'air quelque chose d'étrangement doux, comme un écho de fin de règne, mêlé d'admiration et de tristesse. Pour la première fois depuis longtemps, l'homme derrière la légende semblait en paix. Et la France, même divisée, écoutait. Puis, soudain, tout bascula. Quelques semaines après cette interview bouleversante, un document inattendu fit surface. Une lettre manuscrite, signée de la main de Nicolas Sarkozy, adressée non pas aux médias ni à la justice, mais à la France, celle du cœur. Publiée d'abord par un proche, puis relayée par Le Monde et Paris Match, elle fit l'effet d'une déflagration. Dans cette lettre, l'ancien président rompait le silence une fois de plus, mais d'une manière que personne n'avait imaginée. J'ai porté sur mes épaules plus que ce qu'un homme ne peut supporter. J'ai voulu être fort, j'ai fini par être seul. J'ai cru que servir la France me sauverait, mais c'est elle qui m'a jugé. Et pourtant, je l'aime encore. Chaque phrase était une gifle, chaque mot une confession. Ce n'était plus le langage du pouvoir ni celui d'un homme politique. C'était celui d'un être humain nu, blessé, cherchant une forme de rédemption publique. Les rédactions s'enflammèrent. Les journalistes analysaient la moindre virgule. Les chaînes d'infos diffusaient la lettre en boucle. Certains y virent un adieu voilé, d'autres une ultime provocation. Mais le public, lui, resta suspendu à ces lignes, partagé entre compassion et stupeur, car quelques passages semblaient révéler bien plus que ce que les tribunaux avaient jamais obtenu. Sarkozy y évoquait, sans jamais nommer, des secrets partagés avec ceux qui ne sont plus là. Une allusion directe, disaient les commentateurs, à des figures disparues de la politique française et aux affaires restées dans l'ombre. On m'a souvent reproché mes silences, écrivait-il. Ce soir, je choisis de parler autrement. Pas pour me défendre, mais pour laisser une trace. Dans les heures suivantes, les rumeurs explosèrent. Y avait-il là des aveux codés? Un message à ses anciens alliés? Ou simplement les mots d'un homme à bout de souffle? Le pays entier semblait retenir son souffle. Les plateaux télé se succédaient, les titres s'enchaînaient. La dernière vérité de Sarkozy, entre aveu et testament. Le cri d'un homme seul face à l'histoire. Et puis en pleine nuit, Carla Bruni brisa le silence sur Instagram. Une photo, encore une fois, la lettre posée sur un piano, un verre à moitié vide à côté, et en légende, il a parlé avec son âme. Rien d'autre. En quelques minutes, l'image fit le tour du monde. Des millions de commentaires, des réactions en cascade. Certains pleuraient, d'autres accusaient, d'autres encore se taisaient, incapables de formuler ce qu'ils ressentaient. À Paris, devant l'appartement de la rue de Miromesnil, des caméras s'installèrent. On y voyait des curieux, des anciens collaborateurs, même des opposants, tous figés dans la même attente. Allait-il apparaître? Allait-il répondre? Mais les fenêtres restèrent closes, la lumière tamisée. Ce soir-là, Nicolas Sarkozy ne dit plus un mot. Les jours suivants, la tension monta encore. Le parquet national financier annonça vouloir examiner le contenu de la lettre pour vérifier d'éventuelles implications juridiques. Les soutiens de Sarkozy crièrent au scandale, dénonçant une chasse à l'homme sans fin. Les réseaux s'embrasèrent à nouveau. Laissez-le en paix. La vérité doit sortir. La France tout entière semblait rejouer une dernière fois le duel éternel entre justice et compassion. Et au cœur de ce tumulte, un détail échappa à peu de gens. La lettre se terminait par une phrase énigmatique. « J'ai compris trop tard qu'on ne me pardonnerait jamais d'avoir voulu tout contrôler. Le pouvoir m'a tout pris, sauf le droit d'aimer. » Cette phrase, reprise par tous les journaux, devint virale, citée, gravée, commentée jusqu'à l'épuisement. Certains y virent un aveu, d'autres une ultime déclaration d'amour à Carla ou à la France. Mais pour tous, elle marquait un tournant. Car à cet instant précis, Nicolas Sarkozy cessait d'être un personnage politique. Il devenait une légende vivante, un symbole tragique. Celui de l'homme qui avait touché le sommet, puis été broyé par la chute.
la France n'assistait plus à une simple fin de règne. Elle vivait le crépuscule d'un empire personnel, une scène où la gloire et la honte, la force et la fragilité se mêlaient dans un même souffle. Et dans cette atmosphère d'électricité et de silence, une vérité s'imposait à tous. Le dernier combat de Nicolas Sarkozy n'était plus contre la justice ni contre l'opinion, mais contre le temps lui-même. Ce juge implacable qui ne rend jamais de verdict, mais efface tout. Quand la tempête s'est enfin apaisée, il ne resta plus que le silence. Un silence étrange, presque apaisant, comme si la France tout entière retenait son souffle après tant d'années de tumulte. Nicolas Sarkozy, l'homme des discours enflammés et des conquêtes éclatantes, avait fini par offrir au monde ce qu'il n'avait jamais montré, sa fragilité. Et peut-être, au fond, c'était là sa plus grande victoire. Car la grandeur ne réside pas seulement dans le pouvoir ou la gloire. Elle se cache aussi dans la capacité à reconnaître ses failles, à regarder la vie en face quand tout s'effondre. Le destin de Sarkozy nous rappelle que tout homme, même le plus fort, finit par se confronter à l'essentiel. L'amour, le temps, la mémoire. Ce qu'il laisse derrière lui, ce ne sont pas seulement des réformes ou des scandales, mais une histoire humaine, celle d'un être qui a tout donné, tout perdu, et qui, au crépuscule, a trouvé la paix dans la vérité. Peut-être que c'est cela, la leçon ultime. Un jour, le bruit s'éteint, la lumière se baisse, et il ne reste plus que ce qu'on a vraiment été. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur la vie, la gloire ou le passage du temps, laissez un like, partagez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires humaines et bouleversantes que nous vous raconterons. Parce qu'au fond, derrière chaque nom célèbre, il y a toujours un cœur qui bat et une vérité qui attend d'être entendue.